Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur le plateau du talk show sur le Phocéen, évidemment en direct à 18h, tous les lundis, tous les jeudis. On commence cette émission avec le sommaire. Kostas Mitroglou va-t-il enfin faire ses débuts dans le 11 de l'Olympique de Marseille, là où Lucas Ocampos ne sera pas disponible puisque suspendu? Même question pour Abdenour, sera-t-il présent dans le 11 de départ à la Méno, où l'OM se rend dimanche pour affronter Strasbourg? Avec nous, les journalistes Romain Canuti et Emmanuel Baranguet de l'AFP. Salut Manu. Bonjour. Maillot de Brøndby aujourd'hui. Exactement. Club danois. Le club le plus populaire du Danemark, un petit peu l'OM du Danemark en Très bien. popularité. 2 étoiles, je vois. Pourquoi? Pourquoi? 20 fois champion. Ah, 20 fois champion, ouais, ça plante un club. Romain, ça va? Oui, très bien. Toujours un plaisir d'avoir Manu avec nous. Ouais, et puis en plus, il nous fait un petit piège parce que son maillot, tu dis Brøndby, club suédois. Eh non, Raté, c'est danois. tout à fait. J'ai dit danois. Oui, bien sûr, non, t'as été très bon. Non. Bravo. Il a été très bon, je confirme. En face de vous, Babou, l'habitué du jeudi. Fabrice Celeski, comment il va? Il va très bien. Prêt à nous décrypter les choix tactiques à faire avec beaucoup de suspendus. On va faire le point évidemment pour ce match. Et à côté de toi, Arnaud Chabert, désormais ex-préparateur physique de Consola, mais qu'on accueille toujours avec le même plaisir. Salut Arnaud. Bonsoir. Ça va? Très bien, très bien. C'est solidaire ça, tu vois. Il y a un coach, on suit le coach quand on est dans le staff, c'est décision remarquable. Très bien. De plus en plus rare dans le football. L'as-tu toujours fait sur tes matchs du samedi et du dimanche? C'est autre chose. Moi j'ai toujours accompagné. Quand il n'était pas exclu avant. On commence avec le cas Mitroglou, messieurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait parler de lui pendant cette trêve internationale avec 3 buts en 2 matchs. Les esprits chagrins diront que c'était face à Chypre et Gibraltar. Je propose quand même de les voir, ces buts. 3 réalisations du pied gauche pour un joueur qui a les 2 pieds, dit-on. Il l'a prouvé avec ce contrôle pied droit et cette frappe du gauche contre Chypre. Et puis, vous allez le voir, Babou, tiens, 2 buts contre Gibraltar, 2 vrais buts d'attaquants. Les voici. Ouais, un premier but un petit peu de renard avec un petit peu de chance. Il est toujours bien placé quand même. Et le second, par contre, est un petit peu plus le sang-froid, on va dire, devant le but. Parce que ce petit pied gauche, pied ouvert. Moi, j'aime beaucoup ce deuxième but parce que contrôle, frappe quasi enchaîné. Je sais pas ce que t'en penses, Manu, mais on a vu un peu le. Moi j'aime mieux le premier, parce que le premier, tu vois qu'il attend, il dit à l'autre, tu me la remets, tu me la remets, tu me la remets. Il a intérêt à lui remettre. C'est le moment pour Mitroglou, c'est le Mitro Day. Est-ce que c'est maintenant, tu penses Arnaud, qu'on va voir Kostas Mitroglou titulaire là contre Strasbourg? Toi qui es préparateur physique, est-ce que tu penses que ces 2 matchs lui permettent d'arriver à 100% de sa forme et d'affronter Strasbourg dans le 11 de départ, et puis on verra comment ça se passe, ou tu penses que c'est un peu tôt? Il y a la Coupe d'Europe jeudi, enfin, quel est ton avis? 100% non, mais je pense que c'était une première étape. Il y a plusieurs phases dans la réathlétisation un petit peu d'un joueur, et je pense que c'était bien, comme tu dirais, il a fait 2 matchs amicaux, puisque c'était 2 équipes assez respectables, mais pas non plus de grand niveau. Donc c'était bien, c'était une petite étape pour lui, je pense, qui a fait du bien, puisqu'il a repris de la confiance, et pourquoi pas, dès Strasbourg, enchaîner cette confiance prise dans les 2 matchs. Tiens, c'est juste Romain, on nous regarde de Thaïlande quand même, c'est extraordinaire. Merci à Jean, voilà, sur Facebook. Partagez vos anecdotes, réagissez, posez vos questions aussi pour ce talk, #LiveTalk sur Twitter et Facebook, et le forum du Phocéen. Vas-y Romain. Non, je disais que c'est amusant de voir les réactions. Comme tu dis, là maintenant tout le monde nous dit ouais, mais en face c'était personne, c'était Gibraltar. Et puis avant, personne te disait oui, non mais en face c'est Gibraltar. Tout le monde te disait ah ben il manquerait plus qu'il se blesse, ah ben merci à l'OM de l'avoir remis sur pied. Enfin, tu sens que presque chez certains, tu sentais qu'il y avait une envie qui se blesse, une envie comme ça serait un nouvel épisode pour se moquer de l'Olympique de Marseille. Je pense des supporters adverses, évidemment des autres clubs. On attendait que le Mitroglou se blesse, comme ça on montre l'incompétence de l'OM, qui achète un mec blessé, qui se reblesse en sélection. Intéressant Romain. Donc là c'est au final, non, c'est tout bénéfique. La décision de l'Olympique de Marseille de le mettre entre guillemets en forme pour cette trêve qui se prépare pour ces 2 matchs-là, au final c'est pas mal. Et puis ça... Je pense qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas, parce qu'on parle beaucoup du physique, mais c'est bien aussi de parler du mental. Là, je pense que le Mitroglou en question, dont on dit qu'il est très attaché à sa sélection, ben il va sûrement apprécier et avoir beaucoup plus de confiance dans le staff de l'OM qui lui a permis de le mettre dans les meilleures conditions pour ces matchs. Son but était d'ailleurs important contre très Chypre, important, ouais. Notamment parce que contre Gibraltar, effectivement, c'était quand même que Gibraltar, donc il y aurait eu des buts. Aubin Lacroix, qui nous demande, et je vais me retourner encore vers toi, Arnaud, est-ce qu'il peut jouer 90 minutes, Mitroglou?
90 minutes, je pense pas, hein, sachant qu'on va lui demander beaucoup d'efforts, puisque l'OM doit faire beaucoup plus d'efforts maintenant pour gagner ses matchs. Je pense que Strasbourg, et j'ai regardé un petit peu, il y a aussi une équipe joueuse hein, qui n'hésite pas à fournir beaucoup d'efforts. Donc 90 minutes, je pense pas. Mais comme disait Romain, moi je pense que maintenant, même ces trêves internationales sont faites aussi sont calées dans une évolution donc physique, pourquoi pas, de ce joueur, par exemple, là, pour ce cas-là. Donc c'était bien. Moi je trouve que c'était vraiment une bonne phase. Et puis Arnaud, tu t'occupes, une question, je sais que tu es préparateur physique de la section des Comores. Vous avez joué à Mauritanie, c'est ça? Mauritanie, on a gagné. Quand tu vois un match Comores-Mauritanie, enfin Gibraltar, Chypre, c'est les mêmes niveaux, hein, c'est du kiff-kiff. Hein. Mais ça reste en termes d'engagement, tout ça, c'est quand même des matchs, c'est pas un five à la Valentine, quoi. C'est quand même non, niveau, c'est un vrai match, puisque il faut pas, il y a des coefficients hein, quand même FIFA, et chaque match compte. Hein. Il y a des places mondiales à respecter. Après, c'est des fonds que donne la FIFA à chaque nation, donc il faut pas les prendre à la légère. Tu fais match nul ou comme la France l'a fait contre le Luxembourg, c'est pas top. Hein. Tu perds des places. Enfin voilà. Oui, voilà, non, mais c'est important de dire ça. C'est des vrais matchs en jeu. Donc pour moi, c'est des matchs amicaux plus qui peuvent être calés dans un protocole de réathlétisation et de reprise du sport. Donc je trouve ça super intéressant. Il a mis 3 buts, tu parlais de mental, c'est top quoi. On va entendre Manu et Babou aussi sur Mitroglou. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Tiens Manu, est-ce que tu penses que c'est le moment de lancer Mitroglou, ou tu te dis là en ce moment ça marche bien avec Clinton NJ, pourquoi l'enlever de la pointe? On précise aussi qu'il y avait toujours ce problème autour d'NJ qui est toujours pas arrivé apparemment à Marseille. Je sais pas, moi j'ai bien écouté ce que tu as dit. Moi j'aurais pensé qu'un joueur blessé longtemps et qui vient de jouer 2 fois, il fallait le ménager un petit peu. J'ai envisagé plutôt de faire entrer Mitroglou pour la dernière demi-heure hein, que le lancer pour tu le lancerais quand toi, plutôt pour Guimarães jeudi déjà en deuxième mi-temps à Strasbourg, et plutôt pour Guimarães. Et le problème, si on fait jouer Mitroglou, c'est que on repose la question de l'architecture de l'équipe. Ils ont trouvé un système qui va beaucoup mieux avec le 4-2-3-1 avec Payet là derrière. Donc soit il met Mitroglou en pointe à la place de Germain, soit il essaye Germain et Mitroglou tous les deux, mais à ce moment-là ça veut dire qu'il faut remettre Payet sur un côté. Je crois on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, de ces choix qu'il va falloir faire. Babou, c'est le moment pour Mitroglou, tu l'attends là dimanche? Ouais, moi je pense que je le ferai débuter, tout simplement parce que je pense qu'à partir du moment où il a 1 heure de jeu dans les jambes, je comprends aussi le fait de le faire rentrer en cours de jeu, mais moi je préfère voir ce genre d'attaquant au coup d'envoi. Et si Garcia sait qu'il peut tenir au moins 1 heure, je pense qu'il l'alignera, et voir rentrer plutôt un NG en cours de match. Tu préfères commencer solide et puis un peu foufou sur la fin. Exactement, et surtout parce que je sais que il a bricolé un petit peu avec NG, avec Germain, mais c'est le profil qu'il souhaitait pour donner ce qu'il a envie de donner à l'équipe. On lui a beaucoup reproché, les supporters notamment, de ne pas développer de jeu spécialement ou quoi. Là maintenant il va pouvoir avoir à disposition l'attaquant qu'il souhaitait pour développer le jeu qu'il avait envie. Oui Manu, il faut dire que Garcia est quand même très satisfait de l'arrivée de Mitroglou dans son effectif. Oui, il a souvent dit, ça lui permet d'avoir un 4e profil d'attaquant. Moi, je suis toujours très fan de Valère Germain. Je pense que ça va venir. Simplement, c'est un joueur qui doit manger les ballons que lui donnent les autres. Il faut le servir. Pour l'instant, ça marche pas trop bien. Je ne crois pas que ça le remette en cause lui. Je suis très impatient de voir les deux jouer devant, parce que j'ai vu beaucoup de matchs de Monaco l'an dernier. Et même si c'est un petit peu effacé derrière l'explosion de Mbappé, Germain a toujours fait des très très bons matchs quand il était à côté de Falcao, et on a bien envie de voir ça. Très bien. Messieurs, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le dossier Mitroglou? Juste pour répondre sur... on conclura là-dessus. Sur l'aspect physiologique, tu parlais justement peut-être au contraire, il faut le lancer. Oui. De le faire reposer, mais en fait, c'est un joueur donc, je pense que sa préparation a été tronquée, et je pense que plus tu vas lui mettre d'intensité, plus il va pouvoir monter en régime. Si tu le coupes maintenant alors qu'il est sur une lancée, tu vas redescendre et il va falloir encore remonter derrière et ça va être compliqué. Alors que là, tu es sur une pente peu à escalier, et je pense qu'entre chaque match, il va falloir le faire remonter. C'est plus la peine de le ménager en fait. Autant il après, par contre, je te dis pas de mettre en sortant un peu après, mais voilà, je préfère mettre 65 minutes, comme le disait Babou,
Et à ce moment-là, tu lui fais acquérir des temps de jeu dans les jambes qui vont le faire monter progressivement. Si tu le remets que 30 minutes, il va redescendre et la pente... Sur l'écart entre les deux matchs, ça suffit pour récupérer entre mardi et dimanche, c'est suffisant. On est dans des équipes qui ont énormément de stratégies de récupération. On n'est pas chez nous en national où tu peux pas récupérer entre deux matchs sur 72 heures. Ils jouent dimanche. Je pense que c'est bien parce que tu as des phénomènes qui s'appellent la surcompensation. C'est-à-dire quand tu fais un effort, tu descends, tu dégrades et la pente après sur 72 heures est très bonne. Bon, vous l'avez compris, on a un préparateur physique au point. C'est parfait de t'avoir sur le dossier Mitroglou. Non, t'excuses pas, au contraire. T'avais encore des choses à dire, je te redonne la parole. Non, mais voilà, c'était pour dire qu'au final, les joueurs préfèrent jouer des matchs tous les 3 jours. Avec de la récup et des stratégies de récupération entre, ce qui permet d'avoir un corps plus frais que de s'entraîner et de dégrader pour des matchs toutes les semaines. Ouais, ils préfèrent jouer tous les 3 jours parce que sinon ils restent un peu trop avec les prépas physiques. Ils savent qu'ils souffrent. Non, mais des fois on travaille plus et la charge de travail est plus importante quand tu as un match par semaine que quand tu en as 2 et donc c'est bien plus intéressant pour les joueurs. Il y a des joueurs qui s'en cachaient pas, des prénoms avec des prénoms comme André Pierre par exemple, qui se cachaient pas, qui préféraient. Mais ils le rendent certainement mieux des fois sur le terrain, donc. Messieurs, il est temps de passer à la deuxième partie. On va justement continuer à faire le point sur nos internationaux parce que certains ont eu des fortunes intéressantes et d'autres des fortunes un peu moins alléchantes, notamment les Français qui n'ont pas joué. On va se poser des questions autour de tout ça. Oui, on repart sur les internationaux. Tiens, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet avec le tableau des temps de jeu. Vous allez voir les Olympiens qui ont joué pour la plupart en moyenne 90 minutes, sauf Camara et Mitroglou qui ont eu 2 matchs à disputer, 2 matchs titulaires dans leur formation. Les Français U19 pour Bouba Camara et Mitroglou, on en a déjà parlé. Puis Sakai qui s'est enfin reposé aussi, il n'a pas joué le 2e match avec le Japon, même s'il y a eu du voyage. Du coup, il n'y aura certainement pas de tacle pour Vaïd Halilodzic de la part de Garcia lors de la prochaine conf de presse. Et puis Zambo Nji qui jouait en qualif avec le Cameroun, déjà éliminé, mais Clinton Nji a marqué un but. On va le voir juste après avoir parlé des Français où seul Payet est rentré 2 fois en jeu, voilà 25 minutes. Les autres ont chauffé le banc et puis Maxime Lopez 2 entrées en jeu aussi en espoir. On regarde le but de Clinton Nji, tiens, pour être complet avec ce qui s'est passé côté Olympien. Merci à Rami Bensebaini, très en forme en ce moment. Ouais, il avait mis un CSC je crois avec Rennes lors de la dernière journée. Le fameux défenseur prometteur. Bon, voilà. Après c'est pas arrivé Romain, hein. Tu as joué en défense, tu as dû en faire des Bensebaini. Pas 2 fois d'affilée comme ça. Messieurs, tiens, première question, elle concernera Nji. On a appris qu'il avait des problèmes d'avion. Est-ce que du coup ça compromet selon vous sa participation au match de dimanche ou pas du tout? Oui, ben, dans la mesure où ça le concerne lui et pas Zambo. Enfin après c'est toujours pareil. Les joueurs de l'Olympique de Marseille, alors je veux pas stigmatiser les internationaux africains, mais un jour on nous explique que c'est des problèmes d'avion, attention et compagnie, puis quelques années après on nous dit oui en fait il y avait des soucis d'ordre privé et autres. Ça arrive aussi aux Sud-Américains d'ailleurs. Je me souviens d'une anecdote autour de Cavani la saison dernière par exemple. Voilà, il y a souvent ces choses-là. Après non, je pense qu'au niveau du groupe il faut être intransigeant. Nji y est peut-être pour rien, mais voilà, on parle de conditions physiques, on demande à des joueurs d'être professionnels dans leurs conditions. Donc là, il faut montrer qu'il n'y a pas de passe-droit, quoi. Après, s'il arrive demain, peut-être Manu, non ça... Tu l'exclus du groupe quand même, toi? C'est pas exclure du groupe, mais c'est une question physique, c'est rien contre Nji, mais c'est une question de dire, d'envoyer un message, on a besoin physiquement de joueurs au point. Je le mettrai pas dans l'équipe, mais pour d'autres raisons, parce que je préfère Valère Germain. Ouais. J'ai vécu 8 ans au Cameroun, qu'il ait eu un problème d'avion est tout à fait plausible, franchement. Mais là, non, mais la précision est importante. Moi, pour faire les voyages en Afrique, justement, avec ces matchs internationaux, c'est très complexe. Donc, après, il y a des excuses aussi personnelles, mais au niveau logistique, c'est très complexe. Très bien. Mais c'est bien d'avoir... C'est vrai qu'il doit y avoir de belles histoires là, avec la sélection des Comores, ça doit être Tiens, mais d'ailleurs, de beaux voyages. On est certainement regardé parce qu'il y a une grosse communauté à Marseille. Posez vos questions à votre sélectionneur, hein, si vous êtes comorien. Sélectionneur, non, ouais, votre sélectionneur, effectivement. Mais tu connais un peu le sélectionneur. Oui, bien sûr. Posez vos questions. Donc quelque part, voilà. Non, mais n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions de cet ordre. On a des invités sur le plateau, donc allez-y. Babou, tiens, les Français. Ils n'ont pas joué, quoi. C'est pas normal. Non, mais c'est bien, on a des internationaux, mais
c'est les joueurs qui rentreront jamais. On l'a dit, je pense que Rami... Parle-nous de Thauvin un peu. Parce Rami, c'est le cas. Thauvin, c'est désespérant pour lui. Je pense que sur le côté droit, c'est plus que bouché. Je pense que c'est pas 3, c'est 4 joueurs même où il doit passer devant. Et quand tu sais que tu as devant toi des joueurs comme Mbappé aussi qui peut jouer sur le côté droit et Sissoko qui est un petit peu le petit protégé de Deschamps, en plus des deux autres, je pense que c'est injouable. Et pourquoi il le prend alors, messieurs Thauvin, parce qu'il est bien dans le groupe, il y a une Après, question il récompense aussi je peux comprendre aussi le côté de dire voilà, parmi ces joueurs je prends des doublures à chaque fois sur un côté, sur chaque poste. Thauvin mérite avec le début de saison qu'il fait d'y être, mais après clairement c'est vrai que je trouve que ça sert à rien pour Deschamps. Après il peut peut-être se dire, et c'est malheureux pour Thauvin, mais c'est le jeu de la sélection, Thauvin c'est une menace, c'est la carotte pour des joueurs qui ont un potentiel peut-être supérieur au sien, et c'est une manière de leur dire si vous faites pas correctement le boulot sur la saison, c'est Thauvin qui sera pris et pas vous, tu vois, parce que Thauvin il était dans le groupe à l'inverse d'un Anthony Martial qui a quand même d'un Fekir aussi, d'un Nabil Fekir. Peut-être que ces joueurs-là, Deschamps veut aussi leur dire voilà, s'il faut, je préfère prendre Thauvin qui fait pas de vagues que vous. Tiens, pardon Romain, je pensais que tu avais fini. Il l'a pris dans un groupe très élargi aussi. Et puis il n'y avait pas Dembélé. C'est vrai. Ça me fait toujours penser à la phrase d'Aimé Jacquet quand il essayait au tout début d'Aimé Jacquet, quand il essayait des matchs sans Zidane et Djorkaeff, alors que tout le monde disait qu'il fallait bâtir l'équipe sur Zidane et Djorkaeff. Il disait et s'ils sont blessés tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit pas. Donc c'est normal de préparer ça. Après tout, Thauvin il a un petit peu fait jouer. Franchement, faire partie du groupe de l'équipe de France, qui est une équipe forte, c'est déjà pas mal. Effectivement, ceux qu'on a cités à droite, Mbappé ou Dembélé, ils sont un petit peu plus forts que lui. Et moi, j'aime beaucoup Flotov, mais ils sont un petit peu meilleurs que lui. Après, je trouve que pour l'OM, ça reste bénéfique. Tu disais, nos joueurs jouent pas. Alors, on va avoir forcément des vannes. On va nous dire qu'on avait les Marseillais contre les Ch'tis, les Marseillais contre le reste du monde. Faudra faire les Marseillais contre les titulaires, parce que visiblement, on connaît pas trop ça. Mais franchement, moi, je préfère, en pensant à mon club, je préfère que Thauvin, il aille se faire une séance à Clairefontaine, là, il aille se faire 4-5 jours à Clairefontaine, il côtoie des mecs qui jouent à la Juve, qui jouent à Manchester, qui jouent au Bayern, où vous voulez, et qui se mettent comme ça, du coup il va en retrouver quelques-uns, mais voilà, qui se confrontent un peu à cela pendant ces séances d'entraînement, plutôt qu'ils restent à la commanderie à se faire des entraînements. Je veux pas dire que les entraînements de Deschamps sont meilleurs que Garcia, c'est pas ça, mais c'est une ambiance générale. Quand un joueur comme ça, mentalement, il passe ses journées avec des mecs qui discutent de la Ligue des Champions, il va revenir à Marseille et il va se dire voilà, il faut pas que je fasse une année de plus sans la jouer. Très bien, messieurs, on va faire le petit écran scindé où on voit vos 4 visages en même temps. Un plan magnifique de Nicolas Chabert, toujours excellent. Aucun lien d'ailleurs, Nicolas Chabert, Arnaud Chabert. À chaque fois. Au moins, précisons-le. Tiens, messieurs. Salut tous les Chaberts de France. On en a la moitié sur cette émission. C'est vrai. Parce qu'on a faites attention parce que dans le Nord, le Chabert, c'est un bof. Un gros Chabert. C'était une expression dans les ch'tis. Comment? C'était une expression dans l'émission Les Ch'tis et du coup je me suis bien fait chambrer par rapport à ça. Voilà. Bon. Je reprends le cours de cette émission. Messieurs, tiens, question, il faut vous mouiller là, il n'y a pas de joker, tiens, combien d'Olympiens ils seront dans l'équipe de France en Russie, selon vous? On va commencer avec Babou, tiens. Tu vois qui appelé par Deschamps dans les 23 là pour le coup? Dans les 23, donc je vois pas Adil Rami, donc moi je dirais 3. Ah oui, 3 quand même. Mais lesquels? Mais peut-être 4, on sait jamais, peut-être qu'en juin on aura recruté quelqu'un qui fera au mercato d'hiver, bien sûr. Ouais. Donc 3. Je pensais à Payet et Mandanda et Thauvin, malgré ce que je viens de dire, je pense que ce qu'il apprécie Deschamps, c'est que c'est un profil totalement différent de tout ce qu'il peut avoir, parce qu'il est vraiment atypique Thauvin par rapport à tous les autres. D'accord. Manu, combien? Non, moi j'en vois que 2. Je vois que Payet et Mandanda. Romain? J'en vois 3. Dans le sens surtout, je veux dire que là, tout le monde se fait des projections, il y a des applications pour faire ta liste type. Tout le monde oublie que chaque année, on fait la même chose, tous les 2 ans, on fait la même chose, et qu'en fait, tous les 2 ans, personne n'a jamais la bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessés, il va y avoir des suspendus, il va y avoir des trucs à la Mamadou Sakho, là, j'ai mangé un truc, je suis contrôlé positif, je vais pas pouvoir participer, enfin des causes un peu folles. Et les maladies de Lassana Diarra aussi. Voilà, à l'Euro 2016, Mamadou Sakho, parce que tu me regardes en faisant un peu l'amour, Mamadou Sakho n'avait pas pu participer à l'Euro 2016 parce qu'il était susceptible d'être contrôlé positif. Non, en fait, je croyais que tu avais confondu toi les histoires, mais on avait deux histoires différentes. C'est pour ça. Donc voilà, il va y avoir des trucs incroyables. Donc, et je pense que l'OM a un réservoir important qui peut servir notamment. Moi,
Je crois beaucoup en Jordan Amavi à gauche. D'accord, très bien. Eh ben, ça dépendra aussi de Benjamin Mendy, cette histoire. Est-ce qu'il sera Je pense que revenu, ce sera Mendy Amavi. Mendy Amavi, pourquoi pas. Arnaud, J'allais rebondir sur la même chose en disant que Mendy, lui, moi je pense sera un peu trop juste pour reprendre. Il sera 8 mois, je pense, de post-opératoire. C'est ça. Après, on a vu avec Falcao qu'il fallait pas non plus trop presser les choses parce que tu mets très longtemps après à revenir à ton niveau. Donc Mendy, je ne vois pas. Je pense plus à Amavi en remplaçant et les deux autres, Mandanda, Payet. Très bien. Voilà, je pense. Messieurs, vous êtes confiants pour cette équipe de France, car figurez-vous que j'ai lu que certains médias espéraient qu'il y en aurait par exemple que un, qui aurait pas Payet par exemple, qui subit quand même beaucoup de voilà, j'allais te dire, il y a un petit Payet bashing aussi à ce niveau-là, parce qu'ils l'ont vite éliminé. Je l'ai vécu parce que j'adore ce joueur et j'ai du mal à regarder l'équipe. Mais c'est sûr que Payet, les embrasse quand même. je pense. C'est sûr, on n'est jamais sûr de rien, parce que s'il se blesse, il va pas quand même le prendre le pied dans le plâtre. Mais en pleine possession de ses moyens, je suis sûr que Payet y sera. Parce que Deschamps, à ses postes offensifs, on a beaucoup de jeunesse, on a beaucoup de fougue, on a beaucoup de dribbles. Mais on l'a vu contre le Luxembourg, par exemple. Tu peux pas mettre que des jeunes, fougueux, dribbleurs. Et je pense que Payet, avec son nouveau rôle, il a été nommé capitaine à l'OM aussi pour ça. Il a un profil totalement différent et que de ce fait-là, il sera dans les 4 milieux offensifs retenus. Moi, je pense aussi pareil, parce qu'il a déjà attiré l'équipe de France de mauvais pas dans des très 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 gros matchs. Et ça, c'est irremplaçable. À ce niveau. On finit le point sur la trêve internationale avec une question sur Didier Deschamps, et c'est le thème du duel qui arrive en troisième partie de cette émission. C'est l'heure du duel, messieurs. 30 secondes pour convaincre le plateau, mais surtout les votants qui seront sur Twitter dans un premier temps et puis sur le Phocéen dans un second temps. Messieurs, la question, comprenez-vous le Deschamps bashing? Est-il justifié, ce Deschamps bashing? S'affrontent nos deux invités, Arnaud Chabert, Emmanuel Baranguet. Tiens, Arnaud, est-ce que tu prends ou est-ce que tu laisses la main? Non, je prends la main. Un indice en région, évidemment, pendant qu'on prépare les 30 secondes avec ce plan de Nicolas Chabert, évidemment. Le voici, 30 secondes pour toi, Arnaud. C'est parti. Comprends-tu le Deschamps bashing? Donc moi, je le comprends, le Deschamps bashing, parce que je pense que les gens remettent en cause une stratégie et non des hommes. Et je pense que la mise en place des hommes sur le terrain n'est pas forcément adéquate aujourd'hui pour avoir un fond de jeu, pour avoir un lien entre les hommes. On est un peu plus sur de l'individualité et on attend des exploits individuels d'un Griezmann, on repose beaucoup dessus, d'un Mbappé aujourd'hui qui est capable de pousser le ballon et de faire des miracles. Mais je pense qu'on est un peu moins dans ce côté un peu collectif, avec des ressorties de balles, avec des milieux qui viennent demander le ballon dans les intervalles. C'est fini, Arnaud. Mauvaise gestion des 30 secondes. On a compris en tout cas l'idée principale de ton argument. Manu, tu as vu 30 secondes, c'est 30 secondes, c'est parti. Ça passe vite, j'ai du mal. Oui, moi je comprends pas du tout le Deschamps bashing. Moi je suis pour le foot italien, j'ai la culture italienne du football. Ce qui compte c'est de gagner. Ils ont gagné, ils sont premiers de leur groupe avec 4 points d'avance devant la Suède et les Pays-Bas. On ne savait pas avant que les Pays-Bas seraient si mauvais pendant ces éliminatoires. Deschamps c'est le meilleur sélectionneur qu'on puisse avoir, c'est le Joachim Löw des Bleus. Le fond de jeu, tout ça, bon, faut pas exagérer, ça me fait un petit peu rigoler. Il a plein de bons joueurs, elle pourrait jouer un petit peu mieux que ça. Ils ont le temps de se préparer, ils joueront mieux, mais ils ont gagné. Voilà, messieurs, deux avis intéressants qui vont être tranchés par Babou et Romain Canuti. On commence par Romain Canuti, qu'est-ce qu'il en pense? Mon cher confrère, mon cher collègue de travail. Je suis assez sensible aux arguments d'Arnaud, dans le sens où l'équipe de France a un potentiel incroyable. Et on a vu ça quelque part que pour le match contre les Pays-Bas. Là, fin août, là où ils avaient gagné 4-0, ça avait été un festival. Et tu te dis, avec cette équipe-là, tu attends un peu plus. Après, je comprends aussi moi, cette imposture là des fonds de jeu, dans le sens où maintenant tout le monde réclame une identité de jeu, toutes ces phrases un peu à la mode. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de tacticiens. Avant on disait la France c'est 60 millions de sélectionneurs. Maintenant j'ai l'impression que la France c'est 60 millions de tacticiens. C'est un peu ta faute d'ailleurs, Babou. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont vu dans le talk et qui se sont dit bah tiens, nous aussi on va être exigeants en termes de jeu et autres. Après il faut pas oublier que Deschamps c'est un peu ça à l'OM, maintenant qu'il est parti, et c'est là quelque part peut-être la meilleure réponse. On ne sait pas encore ce que fera l'équipe de France au mondial, c'est peut-être la meilleure réponse. Là maintenant que Didier Deschamps est parti, tout le monde te parle à Marseille du grand Didier Deschamps, l'homme qui nous a amené les titres et compagnie. Au moment même, nous on peut te le dire, là de 2009 à 2012, quand Deschamps était entraîneur de l'OM, il n'y en avait que pour Guéret.
Hein, on s'en souvient tous. Tout le monde ne parlait que de Guéret. Le jour où Benoît Chéroux, en conférence de presse, a dit on jouait 100 fois mieux avec Guéret, tout le monde à Marseille était là, a dit oh merci Chéroux, merci Chéroux. Donc voilà, Deschamps, quand il y est, on le bâche, comme tu dis, mais après coup, on se dit bah tiens, on a des titres. On le bade après, comme dirait René Malville. Pour conclusion, pour qui tu votes? C'est la seule connerie qu'il avait dit Chéroux d'ailleurs. Moi je penche plutôt pour Manu parce que j'en ai un petit peu marre. Italien aussi un peu. Hein, ouais, parce que c'est l'esqui. On entend beaucoup de choses. J'ai entendu aussi que Deschamps n'était pas un très bon tacticien. Je crois qu'il y en a qui oublient qu'Aimé Jacquet était sélectionneur et sur le terrain c'était Deschamps qui plaçait les joueurs, qui les replaçait tous, et que c'est un joueur qui a joué à la Juve et qui était un petit peu le patron d'une équipe. Et la Juve, quand on parle de tactique, je crois qu'on est dans les références. J'en ai un petit peu marre aussi d'entendre ça parce que on le compare toujours à des équipes comme l'Espagne où on oublie que la moitié des joueurs jouent ou au Real ou au Barça. Donc trouver un fond de jeu quand tu as des joueurs qui jouent 90% de leurs matchs toute l'année ensemble. En Italie c'est pareil, la moitié des joueurs jouent à la Juve ou au Milan. Le truc c'est que là ça a été exacerbé je trouve depuis quelques temps ce Deschamps bashing parce que les gens se disent il a à sa disposition un arsenal impressionnant. Et il n'en fait pas ce qu'on attendrait de lui. Moi, le problème, c'est que je pense que tous ces joueurs qu'on a devant, il y a beaucoup d'individualistes quand même. Énormément de joueurs individualistes. Et des joueurs comme Payet qui font jouer les autres, il y en a très peu. Donc, je pense que c'est compliqué pour n'importe qui, pour faire jouer ces joueurs-là. Merci, messieurs. Je voulais juste ajouter que c'est illégal. C'est illégal dans le duel. Juste, non, c'est l'histoire du potentiel. Je trouve que c'est un petit peu une imposture aussi. Je vais descendre quelques étages plus bas. Ça me rappelle les entraînements de Rabillard et de Gomis. Antoine Rabillard, à l'entraînement, il les met tout au fond. Et Gomis, il envoie tout dans les nuages. Et en match, Gomis, il met des buts. Oui. Le potentiel, bon. Il n'a peut-être pas fait assez jouer Rabillard. Qu'on embrasse d'ailleurs. Qui joue à Béziers national. Écoute, il marque. Bah, tant mieux. Comme quoi, il aurait bon choix, peut-être aussi, tout simplement bon choix de carrière. Messieurs, c'est le moment de la 4e partie. On va commencer à rentrer dans ce match face à Strasbourg à la Méno dimanche soir en prime time chez nos confrères de Canal+, une nouvelle fois 21h. Et c'est tout de suite dans la 4e partie de cette émission. Alors, on se pose là une question simple puisque l'Olympique de Marseille est brillant dans la même équipe, avec la même équipe type, depuis 3 matchs, 3 victoires en championnat. Seulement, voilà. C'est pas vraiment. Il y a Pelé, c'est ça? D'accord. Merci. Merci Romain. Toujours là pour mettre en avant les erreurs des autres. Perfectionniste. C'est ça, perfectionnisme, c'est le mot d'ordre. Qui donc va remplacer Ocampos car son sursis a sauté, lui qui avait été expulsé contre Angers, me semble-t-il, en début de saison. Il a pris un carton jaune contre Nice et il sera donc suspendu contre Strasbourg. Donc, quelle animation offensive? Qui à gauche? Qui en pointe? On a posé la question à nos lecteurs, c'était dimanche matin en une du Phocéen. Voici la réponse. Quel quatuor voulez-vous voir à l'OM où il devait choisir 4 éléments? Et voici les 4 éléments qui sont ressortis. Donc Thauvin Payet sans surprise, Mitroglou 81% et Valère Germain devant donc Clinton Ng qui reste à la porte pour nos lecteurs. Morgan Sanson et Maxime Lopez n'ont eu que très peu de suffrages, tout comme Youssouf Sarri et Bounassar qui n'ont eu que 1% et qui n'ont même pas l'honneur de figurer sur cette infographie. Messieurs, ça donne une animation comme ça, donc ce que souhaitent nos lecteurs, avec donc 2 pointes, Mitroglou et Germain, la voici, avec Payet et Thauvin un peu en retrait ou sur les côtés. Pas forcément, c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux avoir un Payet numéro 10 et un Valère Germain, un Mitroglou en pointe, tu vas à droite, et un Valère Germain qui évolue sur le côté gauche. Alors tu vas me dire, mais Germain n'est pas milieu Germain gauche. n'est pas milieu gauche, Romain. Voilà. Et je vais te dire que la position milieu gauche, et là je ne vais faire que répéter ce que dit Babou depuis à peu près 45 ans, ça ne concerne que les joueurs à la perte du ballon, le positionnement à la perte du ballon. À la perte du ballon, Valère Germain, avec son coffre physique, est tout à fait capable d'aller se replacer sur un côté. Et j'irais même mieux, dans cette période-là, ça pourrait même lui donner confiance, parce qu'on sait que dans le football, quand tu récupères des ballons, ça te permet derrière de te débloquer, de te dire que tu es dans un bon match. Et un Germain qui va faire les efforts sur le côté gauche, ça lui permet de se dépenser intelligemment. Et puis après, une fois que tu as le ballon, Germain il peut venir dans l'axe, Payet il va des fois à gauche, et puis surtout tu as Amavi maintenant. C'est pas comme si tu jouais avec Evra, tu as Amavi qui monte dans le couloir gauche.
Donc ça sera plus simple. Oui, comme ça, au Phocéen, Manu, hein, si on peut dire les choses qui fâchent, on les dit. C'est comme ça. Et je vois que cette animation avec 2 points te plaît, toi, quand même. Oui, moi je suis pour qu'on essaye ça. Germain Mitroglou devant, donc du coup il faut remettre Payet à gauche, donc il faut que Payet fasse un petit peu des efforts défensifs. Et est-ce que Garcia, qui a prouvé qu'il savait évoluer, ça me rappelle un débat qu'on a eu il y a 2 mois ici, est-ce qu'il va de nouveau changer et faire une espèce de 4-4-2 comme ça, alors qu'il a trouvé une solution avec le 4-2-3-1? Bah pourquoi pas, il en est encore capable de il peut changer alors que ça marche. Oui, il l'a dit, il le répète en plus, il dit qu'on peut revenir au 4-3-3. Je pense que quand il répète, c'est vrai que ça fait cliché, mais c'est l'animation qui compte plus que le système, etc., etc. Il y a une part de cliché, mais les clichés ont toujours quelque chose de vrai aussi. Effectivement, ça dépend comment on joue. Le problème central, c'est est-ce que Payet va accepter de faire tous les efforts défensifs qu'il faut côté gauche. Effectivement, s'il est aidé par Amavi ou par Danton Pat, ça sera mieux. Il va nous manquer au Campos, non, quand même, Arnaud? Oui, dans l'abnégation. Après, c'est plus un grand défenseur pour moi dans son ensemble qu'un offensif. Mais dans ce système-là, ça va nécessiter beaucoup de centres parce que tu vas beaucoup passer par les couloirs. Tu as des doublons sur les couloirs qui vont être peut-être Amavi, Payet et Thauvin, Sakai. Mais là, je vois pas d'énormes centreurs. Payet et Thauvin sont faux pieds. On va plus avoir un jeu axial. On va s'appuyer sur Mitroglou. Donc ça va être un système, une stratégie qui est différente de celle de d'habitude peut-être. Ou peut-être l'autre tactique, je sais pas. C'était là. Tu veux voir d'autres options peut-être? Si c'est possible. Allons-y, évidemment. Elles arrivent. L'option 2, ça serait de décaler Clinton Ng sur le côté gauche. Il l'a beaucoup fait déjà Babou la saison dernière. Et de voir quand même Mitroglou ou Germain devant dans ce système où on garderait Payet en 10 et on utiliserait peut-être l'ailier gauche le plus typique qu'on a dans notre effectif. Tu préfères ça par exemple, Fabrice? Non, je préférais la première et pour les raisons que Romain a évoquées, mais c'est vrai que c'est la distinction entre les phases offensives et les phases défensives. C'est vrai que je comprends les arguments d'Arnaud, mais c'est vrai que dans cette position, NG de toute manière est faux pied aussi. Même si tu mets NG côté gauche, il va rarement au débordement, il va prendre des espaces dans les appels en profondeur, souvent sur des longs ballons, mais il va rarement au centre aussi. Et c'est vrai que quand tu as Mitroglou dans la surface, il faut essayer quand même d'en apporter. Non, je préfère la première, moi, qui libère les espaces à gauche pour Amavi, soit pour Payet et... Pas convaincu. Tu veux voir la troisième peut-être? Ah, peut-être que si tu as une garde troisième... la parole, on a la troisième. T'en as une avec Germain à gauche? Non. Non, celle-là... Ils m'ont laissé la dire à l'oral. Voilà, et c'est déjà bien. Hein. Je suis d'accord. C'est déjà bien de la Germain citer. inspire le football, il peut jouer partout. C'est la poste pour poste. C'est-à-dire on n'a pas au Campos, on met Sanson. Non, là... ce qui peut arriver. Hein, Ouais, pour moi, Sanson, clairement, mais ça aussi, ça fait un moment qu'on le répète, c'est un joueur d'axe, donc je pense qu'il aura plus d'aptitude à se reconvertir en faux numéro 6 que se muer en faux ailier gauche, parce que je pense que c'est pas du tout son jeu. Et NG, encore une fois, premièrement, déjà, il revient tard. Moi, je suis persuadé qu'il sera dans le groupe, mais qu'il sera pas titulaire, parce que quand tu es un coach et que tu récupères ton joueur le vendredi pour le dimanche... Il paraît qu'on change pas une équipe qui gagne. Ouais, ben là, elle va changer, je pense. Moi, je pense que Mitroglou sera titulaire. Hein. Moi, le problème, de toute façon, elle va changer puisque Campos est suspendu. Et Gustavo aussi. Et Luis Gustavo aussi. Ça aussi, il faut en prendre compte sur ton animation à la récupération. Là, on voit beaucoup de schémas. Faut pas oublier qu'à la récupération, on sera pas aussi rayonnant que d'habitude puisque ton meilleur récupérateur n'est pas là. Donc tu vas aussi peut-être choisir la solution la plus prudente possible pour couvrir le couloir gauche, parce que quand Amavi va monter, il y aura pas le coulissement peut-être aussi efficace qu'il y a eu sur les derniers matchs. C'est pas Sanson la solution la plus sécure sur le côté gauche justement. Sanson il défend bien quand même. Ou peut-être passer dans un schéma à 3 au milieu. Sanson, c'est le premier au test physique, hein, donc c'est celui qui aura pas peur. Il aime pas trop jouer là, mais par contre, il a le coffre pour suivre l'arrière droit de Strasbourg. Je sais pas qui c'est, s'il monte beaucoup. Après, son nom tout à l'heure. J'ai un problème avec NGA. Un truc comme ça. Enfin, un problème, c'est un bien grand mot, mais je trouve que c'est quelqu'un qui nous dit qu'il veut jouer vraiment, qui se sent plus à l'aise sur un côté, que c'est vraiment un attaquant de côté. Le problème, moi, je trouve que c'est un vrai attaquant, c'est-à-dire que c'est un mec que tu peux pas voir du match, et puis il va surgir pendant 10 minutes, il va sentir les coups, donc c'est un vrai attaquant. Et du coup, dans ce schéma-là, à gauche, c'est pas vraiment... À gauche, t'as pas besoin d'un mec qui va sortir de la boîte pendant 10 minutes et le reste du temps, tu le vois pas. T'as besoin d'autres choses. Donc, je dis pas... Par exemple, t'as besoin plus d'un Ocampos qui va courir comme un dératé pendant 90 minutes que d'un NGA. Voilà. Donc, dans le schéma d'OM, dans la configuration de l'OM actuelle, je le vois plus en pointe.
Donc voilà, c'est compliqué. Il est peut-être plus en balance avec Mitroglou à mes yeux. D'accord. Bon, très bien, messieurs. Arnaud, t'as eu satisfaction Il y a peut-être une dernière option qu'on peut tenter. Vas-y. C'est un genre de 4-4 de losange, hein, c'est un peu à la mode, ça a été à la mode chez les Lyonnais. On a beaucoup de joueurs de ballon dans les pieds, pas forcément des grands joueurs de profondeur, donc tu pourrais associer Germain Mitroglou, un Mitroglou en pivot, un Germain plus de la profondeur. Et même c'est Thauvin dans cette situation. C'est dur de lui trouver un poste. Ouais, alors à ce moment-là, il faudrait lever Thauvin. C'est là où ça serait plus compliqué, mais tu pourrais avoir un Payet, un Sanson au cœur du jeu, au cœur du jeu, et ça serait pas dégueu du tout, quoi. On parlait de jeu tout à l'heure. Eric Guéret avait fait ça à une période à l'OM où il avait même fait reculer un Samir Nasri, la manière d'un Maxime Lopez qui pourrait être relayeur. C'est vrai que tu avais tellement le ballon que ça posait pas de soucis. Payet a déjà joué relayeur à l'OM, il me semble. Hein. C'était sous avec José Anigo contre Bastia. Ouais. Ça avait été plutôt bon d'ailleurs. Il avait marqué 2 buts. Ouais. Mais c'était avant tout parce qu'il y avait Michael Landreau en face et qu'il était déjà consultant Canal. Non, il me semble que ça avait été un de ses meilleurs matchs. J'ai pas la mémoire que tu as, Romain, mais il me semble que ça avait pas été son plus mauvais match de la saison. Ouais. On remercie et on salue et on remercie Michael Landreau pour tout ce qu'il nous a fait. Bon, très bien. Messieurs, on avance et on va se demander, tiens, est-ce que c'est l'heure d'Aymen Abdenour ? Et oui, car depuis le début de saison, Rolando Rami, c'est la charnière qui est la plus souvent utilisée, évidemment. C'est même les 2 joueurs les plus utilisés, je crois. Derrière Luis Gustavo, mais ils sont dans le top 3, effectivement, tous les deux. Tiens, d'ailleurs, vous avez le classement complet sur le Phocéen des temps de jeu. On a sorti ça aujourd'hui. Donc justement, est-ce que c'est le moment de le sortir Rolando de cette formation pour installer celui qui est appelé à être le grand titulaire aux côtés d'Adil Rami cette saison, Abdenour? Est-ce que c'est le moment, Manu? Pour moi, oui, mais moi je suis pas un grand fan de Rolando. C'est un joueur fiable, plein d'expérience, assez sûr et tout, mais il est beaucoup trop lent. Je préférerais qu'on essaye Abdenour. Babou, c'est ton... Ouais, moi je trouve que le mot est bien choisi de la part de Manu, c'est-à-dire que il est fiable Rolando, mais ça s'arrête là. Effectivement, moi je le ferai rentrer maintenant, surtout que c'est Strasbourg. Je pense que c'est moins un piège que de le faire jouer contre les attaquants rennais qui allaient à 2000 à l'heure et qui l'ont mis en difficulté parce qu'il revenait aussi, il faisait son premier match. Donc s'il est vraiment à 100%, s'il peut jouer, moi c'est le moment parce qu'on prépare le PSG aussi. Et je pense qu'avec un match dans les jambes, s'il prend confiance, c'est un joueur qui peut faire du bien sur un gros match. Romain ? Ouais, c'est ce que dit Babou et pas mal. On regarde souvent les matchs d'avant. Comme tu disais, on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut aussi regarder les matchs d'après. Il faut regarder qu'il y a Paris dans 15 jours, dans une semaine, dans 2 matchs. Et donc du coup, tu es là à te dire, est-ce que Abdenour, c'est pas intéressant de lui donner du temps de jeu là, de lui donner du temps de jeu contre Guimarães, de manière à ce qu'il soit fin prêt contre le PSG. Et qu'il reprenne un peu confiance parce que son premier match c'était une catastrophe. Il a été moins fiable que Rolando quand même. Ça, pour le coup, non, mais permet de sûr. le souligner. Alors, l'agent de Rolando. Après, il me semble que sur ce match-là, il n'était pas forcément aidé par son arrière gauche. On est d'accord. Et on parle, je disais tout à l'heure, le foot est fait de binômes et sur ce coup-là, c'est le tonton Bachim. il n'avait pas son binôme. Avec lui quoi, pour pas lui. Binôme fort. Quoi. Voilà, donc il palliait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il défendait beaucoup couloir gauche à pallier un peu les errances. C'est comme en SVT quand vous découpez la souris et que vous êtes avec quelqu'un qui a peur. Ouais, donc tu te retrouves tout seul. C'est une bonne métaphore. C'est pas mal, c'est très génial. Et qu'à côté, il y a un binôme très fort avec la première de la classe qui fait ça avec une classe incroyable, l'autre regarde. Voilà. Enfin, moi je le voyais plus comme ça, à savoir qu'il a été un peu esselé dans ce match-là avec un Sarr. La métaphore de la souris. Si, elle était très bonne. Et du découpage de souris, bon, ça va, on y est. Vas-y, poursuis. Non, voilà, et puis après, je pense qu'un droitier, c'est un gaucher, Abdenour, confirmément. Donc, droitier-gaucher, on voit que Deschamps aime beaucoup ça aussi en équipe de France, avec Umtiti et Varane. Je pense que ça peut être aussi bien stable. Il y a Bruno Kerr aussi à l'Est, mais bon, beaucoup ça. Vous êtes tous d'accord, donc je vois pas l'intérêt de poursuivre cette partie. Si vous ne l'êtes pas, en tout cas, dites-nous-le, posez des questions pour la partie questions-réponses. En tout cas, Abdenour, vous validez pour vous la charnière ce week-end, ça doit être Rami Abdenour. On verra si Rudy Garcia change sa charnière, parce qu'il y a ça aussi, une continuité de charnière. Juste pour finir, Babou, ça a quand même... C'est difficile de changer une charnière qui fonctionne quand même plutôt pas mal, non, dans le foot. Oui, c'est difficile. C'est pour finir la partie. C'est difficile, même si c'est pas celle-là qui était prévue au départ. Mais c'est vrai que le seul petit bémol qui ferait que ce serait difficile de changer, c'est le fait que Luis Gustavo ne soit pas là. Et c'est vrai quand tu changes ta défense centrale, si tu veux les aider, et que tu as Luis Gustavo comme pion devant ta défense, ça aide. Ah, intéressant. On verra.
En tout cas, il y a l'option Guimarães aussi, hein, c'est comme Mitroglou qui peut être utilisé. Pour ça, on verra donc si Abdenour est dans le 11 de départ. On passe tout de suite à l'avant-match. Il y a les questions-réponses juste après. On a beaucoup de temps aujourd'hui pour les faire, j'ai l'impression. Donc, on va prendre le maximum de questions. On a un préparateur physique, on a des journalistes, on a un consultant tactique technique. On va en profiter. Mais juste avant, l'avant-match de ce Strasbourg Olympique de Marseille. Oui, les compos pour commencer cet avant-match contre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. On va regarder ce que ça pourrait donner déjà chez l'adversaire, le RC Strasbourg-Alsace, qui évolue justement un petit peu cette saison dans un losange qui n'est pas forcément aussi beau que sur le papier, hein, Arnaud, mais ce losange, il a le mérite d'exister. On précise que Cornier est blessé pour cette rencontre. Cornier qui était justement le joueur qui évolue un petit peu derrière les deux attaquants, des attaquants qui vont beaucoup sur les côtés quand même, Terrier et Dacosta, mais il y a Cornier d'habitude qui est là. On a mis Sako qui est un joueur un peu offensif. Je ne sais pas si c'est vraiment lui qui jouera, mais voilà, on a l'impression que la plupart des joueurs sont un petit peu interchangeables dans cette équipe, mais la tactique du losange, ce que tu soulignais tout à l'heure, pourrait mettre en danger l'OM selon toi, Arnaud? Pas sur piège. Non, pas spécialement, parce que justement, il va y avoir un jeu beaucoup plus concentré dans l'axe et on sait que c'est un entonnoir et c'est des zones où on peut plus facilement récupérer le ballon. On sera moins à même d'être sur des 2 contre 1 comme on a pu voir sur les couloirs dans les matchs précédents. Donc non, je dirais non. Et nous, c'est justement la clé sera par les côtés, par contre. Très bien, messieurs, on a un invité. Et un invité qui connaît très bien Strasbourg et qui connaît très bien l'Olympique de Marseille. C'est Jean-Philippe Sabot qui faisait partie de l'aventure Strasbourg lorsque le club a recommencé en national après sa descente. En CFA même, Romain. Il a fait le plus dur, la montée de CFA en national, qui est la montée la plus difficile parce qu'il n'y a qu'une seule place. C'est vrai. Et ils ont fait notamment gagner Marseille Consola, mais aussi Grenoble dans cette poule-là à l'époque. Belle poule en tout cas. Et on accueille Jean-Philippe qui va nous en dire peut-être un petit peu plus sur ce qu'on doit craindre. Tiens, bonsoir Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'on doit craindre de cette formation strasbourgeoise qui joue le maintien cette saison, mais qui a quand même peut-être 2-3 atouts majeurs? Oui, écoutez, après, je pense que Strasbourg est un candidat au maintien. Ils en sont conscients. Ils n'ont pas commencé le championnat comme ils devaient le faire, à mon avis. Et voilà, après, vous devez craindre surtout l'insouciance, parce que eux, c'est pas un match qui pensent gagner cette année. C'est pas contre l'Olympique de Marseille qui vont récolter des points pour le maintien. Donc c'est juste un match bonus dans le calendrier. Oui, Jean-Philippe, et justement, cette équipe, il y a des joueurs un peu plus à craindre que d'autres. On a vu Terrier, tiens, par exemple, briller avec les espoirs. C'est des joueurs qui peuvent nous faire mal, ça. T'as d'autres joueurs pour toi qui incarnent cet effectif strasbourgeois? C'est vrai que Terrier, je le connais pas parce qu'il est arrivé cette année de Lille, mais c'est vrai qu'il fait déjà des bonnes rentrées quand je vais à la Méno. C'est un joueur avec des qualités et avec l'équipe de France Espoir aussi. Après, pour moi, il y a un joueur comme Jonas Martin qui a des qualités et qui est un petit peu au-dessus dans cette équipe strasbourgeoise. Il y a un joueur aussi qui revient, parce qu'il était blessé, mais Stéphane Bauken qui jouait à Nice avant, qui a de grosses qualités et qui peut mettre en danger l'équipe olympienne. Après, faut qu'il puisse jouer aussi, parce que ça fait un mois qu'il était blessé. Il est bien revenu la semaine dernière, je crois, en match amical. Donc voilà, il y a des qualités, mais surtout une équipe, hein. Individuellement, il y a vraiment, je vais pas vous sortir un joueur qui sort du lot, mais c'est au niveau de la globalité de l'effectif où voilà, s'il y a de l'insouciance et s'ils se disent que ce match ils peuvent ne pas le perdre ou le gagner et jouer libéré, c'est ce qui est plus dangereux pour Marseille. Romain Canuti a une question pour toi, Jean-Philippe. Oui, bonsoir. Je sais que tu as connu cette équipe, on l'a dit au début de l'aventure, la remontée en CFA, en National, puis en Ligue 2. Est-ce que pour toi, ces joueurs-là, donc qui font partie de l'aventure depuis le début, il en reste quand même quelques-uns dans l'effectif. Est-ce que le fait de jouer le dimanche soir à 21h sur Canal+, voilà, dans un vestiaire comme celui de Strasbourg, ça change quelque chose et c'est un avantage pour l'OM dans le sens où les joueurs de Strasbourg vont vouloir à tout prix se montrer, ou alors est-ce qu'ils vont être surmotivés et c'est dangereux pour l'OM? Ouais, c'est à double tranchant pour moi, parce que c'est vrai que
les joueurs qui étaient en National ou même en Ligue 2 n'ont pas l'habitude d'être télévisés, surtout un dimanche soir où on connaît la popularité de Marseille, donc il y aura beaucoup de monde devant la télé, et donc c'est à double tranchant, soit ça galvanise ou soit ça fait un petit peu peur et ça fait grelotter les jambes, donc c'est à double tranchant, mais voilà, c'est vrai que c'est particulier, je pense, pour certains joueurs de jouer à 21h sur Canal+ un dimanche soir. Merci en tout cas pour cet éclairage, Jean-Philippe. Juste pour finir, qu'est-ce que tu deviens footballistiquement parlant? On s'intéresse aussi à nos anciens Olympiens. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Le football est un peu, on va dire, derrière moi. Là, je suis en CFA2 dans un club à côté de Strasbourg. Voilà, et après je travaille sur ma reconversion. Voilà, parce que il y a eu des péripéties qui ont fait qu'après Strasbourg, je me suis retrouvé sans club, donc il faut penser à la reconversion. On a 30 ans et le football, c'est pas toute la vie non plus. Très bien. Écoute, bonne chance à toi en tout cas. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur notre adversaire. On en sait davantage. On va continuer avec vous, messieurs, cet avant-match. Tiens, Manu, toi qui aimes bien regarder un peu toutes les équipes de Ligue 1. Tu as combien de maillots de Strasbourg dans ta collection? Pas de maillot de Strasbourg. Je pense que tu vas revenir. Ah non, tu vas pas à Strasbourg. Non, je fais pas le déplacement. Mais bon, si tu me donnes un peu d'argent, je te ramène quelque chose. Hein. C'est comment ça marche. Manu, est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimes bien particulièrement dans cette équipe? Kader Mangane. Ouais. Un poète. Ah bah oui, mais tu as besoin. Vous connaissez la définition de l'équipe parfaite selon un ancien grand défenseur italien. L'équipe parfaite, c'est un gardien qui arrête tout, un assassin en défense, ils l'ont, un génie au milieu, un connard qui la met au fond devant et 7 imbéciles qui courent. Voilà. Ils ont au moins l'assassin en défense. C'est bien. C'est pas mal. Moi, je me vois dans une catégorie très clairement. Oui, le génie au milieu. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il peut être dans d'autres catégories. Je peux être dans plusieurs catégories. Tu peux être dans plusieurs, hein, parce que c'est ça. Bon, les 2 dernières notamment. Babou, tiens, on va regarder peut-être celle de l'Olympique de Marseille. On a beaucoup vu cette formation strasbourgeoise. On saluera l'Aubagné, hein, d'ailleurs, Nuno da Costa, qui fait de bons débuts en Ligue 1 après un beau passage par Valenciennes. Tiens, l'OM, avec beaucoup d'incertitudes, on l'a dit, Rolando ou Abdenour, on verra. Mitroglou ou Germain ou NJ, puisque les 3 se jouent les postes sur le côté gauche et en pointe. Et puis le milieu de terrain, tiens, on va en dire un mot. Camara ou Sertic ou Sanson? Camara ou Sanson? Pourquoi le ou Sertic? On essaie de faire le 11 probable, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de Rudy Garcia qui fait que ça pourrait être Sertic quand même. Alors, c'est vrai que si tu veux avoir le ballon et si tu veux tenter quelque chose, tu peux essayer Sanson. Ça reste peut-être un petit peu plus compliqué. Je pense que la sécurité, c'est de mettre Zambo et Camara. Surtout qu'on l'a vu, de par la composition de l'équipe de Strasbourg, je pense que les latéraux vont avoir un rôle important à jouer parce que pas d'adversaire direct dans leur couloir. C'est-à-dire que c'est des milieux qui vont devoir aller les chercher. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils apportent beaucoup offensivement. Donc il faut de la sécurité au milieu parce que les contre-attaques, c'est ce que va essayer de profiter Strasbourg. Très bien. C'était plutôt clair. Vous êtes tous d'accord? Camara, c'est son premier match de Ligue 1 là? Ouais, et en fait le problème c'est que moi j'ai envie de voir Boubacar Kamara. Ah non, mais on parle pas d'envie. Est-ce que tu penses que c'est ce qui va se passer? Le problème c'est que Boubacar Kamara, faut oublier que les 2 matchs qu'il a joué, il les a joués à côté de Luis Gustavo. C'est ce que j'allais dire. Moi je pense pas qu'il est facile. Et c'était plus facile peut-être pour lui, et que là, le mettre dans un match à l'extérieur avec Zambo à côté de lui, ça risque d'être compliqué. Moi je n'exclus pas vraiment une Formule 3 avec Zambo, Sertic et Sanson. Voilà, quelque chose un peu de différent à voir. Ça veut dire que Payet repasse à gauche. À voir. À ce moment-là, s'il est à gauche, qui fait moins d'efforts, si tu as 3 joueurs au milieu, ça se compense plus facilement. À voir. Je suis pas sûr. En tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, Camara lancé comme ça avec Zambo, si ça se passe mal derrière, on va lui tomber dessus sévère. Après, entre nous, il a un potentiel pour marcher sur tout le milieu de Strasbourg, voilà, à cloche-pied. Manu, tu disais, je pense pas que ça sera Camara. Non, il mettra pas Anguissa et Camara en même temps. Vraiment, je pense pas. Camara est pas encore assez expérimenté. Il mettra Anguissa parce qu'il a commencé à faire ses preuves, et Sanson. Et Sanson, ah ouais, tu penses, toi, ça va jouer offensif. C'est une belle formule. En tout cas, c'est peut-être le match pour le tester, non? Pour finir. Moi, je pense aussi, comme Manu, que ce sera Sanson au détriment de Camara. Vous savez que j'adore Anguissa. La jeunesse tactique d'Anguissa et la jeunesse tout court de Camara, les 2 en même temps, je pense que Garcia ne fera pas ça.
Je serais très surpris de voir Samson Zambo, mais je vous fais confiance, messieurs. En tout cas, Samson se retrouverait dans la zone de Jonas Martin, son meilleur ami. C'était ensemble inséparables à Montpellier. Ça serait marrant de les voir dans la même zone. Et il faudrait que Payet essaye de jouer vers la zone de Koné. Parce que tu disais, il faut un boucher et un génie. Alors là, au niveau Koné, on n'a ni génie ni boucher. On a un petit peu un joueur qui. Il y a un peu de génie quand même. Ouais. Enfin voilà, ce serait une bonne idée d'aller jouer dans cette zone-là. Je salue tous ceux qui ont compris ma blague. Laquelle ? Je dis Koné, un ascenseur. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sur corner seulement. Le classe, j'essaie de te sauver, c'est nul. Et à ma vie, où tonton ? Ah oui, c'est vrai. S'il vous plaît. On va regarder le classement et le calendrier pour finir cette partie d'avant-match avec l'OM qui est toujours 3ème. Et oui, il est bien ce classement. Ouais, il est pas mal. Hein. Et puis quand on regarde ce qu'il y a derrière, on voit que c'est Nantes-Caen, Bordeaux à 1 point, Saint-Etienne à 2 et Lyon déjà à 3. Attention, vous des et Nice à 6 points. Bordeaux a joué le PSG. C'est pas oublié. Ils jouent Monaco là, non ? Lyon joue Monaco. Lyon-Monaco. Ouais. Et donc Strasbourg 5 points. Bordeaux-Nantes. L'Alsace et la Lorraine en difficulté dans ce championnat. 19e et 20e, Strasbourg et Metz. Et juste devant le LOSC de Bielsa. Le calendrier, toujours le calendrier avec donc la fin de cette trêve internationale. Et puis la reprise, ça va aller beaucoup plus vite avec beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner. Strasbourg, le Vitória Guimarães, le PSG à la maison. Et puis le déplacement pour le Bielsico. Du côté, qu'est-ce qu'il y a, Babou ? Ça me fait. Non, c'est bien. Glacierico peut-être. Ouais. On va trouver quelque chose. À Lille. Et tout ça, bien sûr, en prime time, à chaque fois, messieurs. Pourquoi se priver, évidemment, de l'Olympique de Marseille cette saison, puisque l'OM marche sur l'eau. On passe tout de suite aux questions-réponses, évidemment. Les questions, leurs réponses, Manu Baranguet de l'AFP Romain Canuti, du Phocéen Babou, du Phocéen Fabrice Celeski et Arnaud Chabert, sélectionneur donc des Comores, en préparateur physique évidemment, Nicolas président et Ouzan, président des Comores, pourquoi pas. Le match contre Strasbourg n'est-il pas plus important que celui de Paris, qui pour moi est un bonus en cas de bons résultats? Bonne question, Nicolas. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Il faut lui faire la réponse de Rudy Garcia. Le match le plus important, c'est toujours le suivant. Oui, et la réponse d'Emmanuel Baranguet je suis d'accord, mais c'est vachement important le match contre Paris. C'est super important le match contre Paris. Je suis pas d'accord. Je pense que si Rudy Garcia c'est pas que les points, c'est le prestige. Si Rudy Garcia dit ce que dit Nicolas, ça va pas passer. Déjà, oui, voilà. Et puis même s'il a une approche en se disant, bon, on va tout faire pour gagner à Strasbourg, et puis contre Paris, je mets l'équipe B, on s'en fout. Je vais poser la question différemment, messieurs, parce que je vois que vous essayez de contourner. Non, si je vous dis là, je vous donne un papier, je vous dis, on signe. Il y a 3 points contre Strasbourg et 0 contre Paris. Vous signez ou pas? Non. Alors, c'est pour ça que je dis l'approche est importante, parce que Rudy Garcia, il ne faut pas oublier, même si l'OM là est revenu à la 3e place, qu'il n'aura pas le droit à l'erreur contre Paris, pas en termes de résultats, mais en termes de comportement. L'équipe ne peut pas en prendre 5, donc tu non, ne peux c'est pas. pas la question. Oui, mais tu peux pas aborder le match en disant on va perdre, mais on va essayer de perdre que 1-0, parce qu'à ce moment-là, tu perds 8-0. Donc il faut que tu abordes le match de Paris en te disant c'est le plus important, et même avant Strasbourg. Bah oui, mais c'est pas la... Là, je t'ai répondu. Oui, d'accord, tu as répondu, effectivement. Babou, tu es d'accord, toi, le match de Strasbourg est moins important que celui de Paris? Non, il est pas moins important, attention. Surtout, sachant qu'il y a Paris derrière, il faudrait pas faire l'erreur pour les joueurs, en tout cas, de penser trop vite à Paris. Parce que, oui, quand Garcia dit ça, c'est qu'il y a un match contre Strasbourg. Et ce match, il faut pas oublier qu'on est sur une bonne spirale. Et il est arrivé cette trêve internationale. Mais il n'empêche que Strasbourg, c'est le prochain match de championnat après la bonne spirale. Et le fait qu'on soit allé gagner à Nice et qu'on ait décroché cette 3e place. Donc c'est très important. Tiens, tu signes, toi, sur la proposition que j'ai fait, 3 points à Strasbourg, 0 contre Paris. Toi qui as bien regardé, il y a 3 points à Strasbourg. Après, et il y a Guimarães après, hein. Il faut se rattraper les points perdus à Strasbourg. Parce que moi je signe, je vais être honnête avec vous, je signe des 2 mains. Mais moi, pour répondre à ton truc, je préfère 1 point. J'ai un peu d'espoir quand même. À Strasbourg et 1 point contre Paris. Tu vas me dire, c'est bête, tu prends 1 point de moins au classement et compagnie. On s'en fout du classement, on est au mois d'octobre. Non, les points, tu auras le temps de les récolter plus tard. Tu t'en fous du classement. Tu feras pas un sans faute, et les gens qui sont autour de toi ne feront pas un sans faute. Je connais personne qui va m'expliquer qu'en fait, une saison, elle s'est jouée au mois d'octobre. Tu as 800 matchs qui arrivent derrière. Ce que je veux dire, c'est que en termes psychologiques, si tu arrives à faire nul contre Paris chez toi, qu'est-ce que tu t'en fous de perdre 2 points à Strasbourg, parce que psychologiquement tu vas peut-être débloquer des trucs. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta religion là-dessus? Je suis d'accord avec ce qu'a dit Romain, puisqu'il ne faut pas oublier que Garcia est arrivé contre Paris
et avait bétonné un petit peu au Parc des Princes et on avait fait un match nul. Un petit peu, ouais. Voilà. Bon, mais on avait fait un match nul et ça avait été de bon augure pour lui en tout cas et pour la spirale d'après, on va dire. Donc du coup, moi je pense que le match de Paris est très très important. Messieurs, on enchaîne avec Gian Pepino, sur le forum du Phocéen. Est-ce que Payet remplaçant chez les Bleus n'est pas une bonne nouvelle pour le rebooster jusqu'au mondial ? Ne vous bousculez pas, messieurs, pour répondre à cette question. Il y a une concurrence féroce à son poste, mais ça se joue pas à la performance. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de profil. Je veux dire, c'est pas tous les week-ends on va regarder la performance de Thomas Lemar avec Monaco et on va regarder la performance de Payet et on va dire qui est devant l'autre. C'est une question de profil. Et puis de toute façon, ça peut être Griezmann à gauche comme ça a été le cas, ça peut être beaucoup d'options. Donc Payet, oui, c'est par contre ça qu'il a le entre guillemets le feu au cul et qu'il n'a pas le droit à l'erreur jusqu'à la fin. Il faut qu'il soit bon pour aller en Russie. Mais ça, que Thomas Lemar, Ousmane Dembélé, qui vous voulez, choisi la France ou pas, il l'aurait de toute façon parce qu'il a en souvenir le mondial 2014 qu'il a raté après une première saison mitigée à l'OM. Très bien, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Romain ? On peut peut-être passer à la question suivante, à moins que vous ayez un avis différent, messieurs, c'est toujours pareil. Ossine, où ça en est pour le sponsor maillot ? On a vu que Orange était intéressé par ça devait être signé. Et oui. Et non. On ne sait pas trop pourquoi ça traîne. C'était prêt, les contrats étaient prêts, il n'y avait plus qu'à. Et je pense que c'est... Alors là-dessus, sans s'avancer, mais c'est chaque fois le jeu des négociations, je pense que les fuites dans la presse n'y sont pas étrangères. C'est un peu le coup d'Amaouri, vous vous souvenez la signature d'Amaouri, où il prend l'avion avec son agent, et le matin dans l'équipe, il y a marqué que Amaouri va signer à l'Olympique de Marseille. Du coup, forcément, l'agent sur place arrive et dit je veux plus, sinon vous allez passer pour des clowns. De toute façon, vous n'avez pas le choix, sinon vous allez passer pour des clowns parce que ça va pas se faire alors que ça a été annoncé. Donc du coup, tu es pris entre deux feux. Est-ce que tu payes plus cher et pour bien figurer ou est-ce que... Vous avez bien fait de ne pas prendre Amaouri parce que moi j'étais en Italie à cette époque-là et ça les valait pas. Mais est-ce que ça serait grave de ne pas avoir de sponsor maillot jusqu'à la fin de saison ? C'est super beau là le maillot comme ça. Mais si on nous apporte la preuve irréfutable qu'un joueur signe parce qu'il y a un sponsor, toujours pareil, si c'est lié à la signature d'un joueur, pas de souci. Mais en vrai, c'était une bonne idée pour le prestige du club que la nouvelle direction ne veuille pas le brader. Il vaut mieux perdre un peu d'argent et être sûr de signer un vrai contrat digne de l'OM. Je comprends ça. Ça prouve surtout que le plan annoncé sur le moyen terme et long terme se concrétise. Quand toi, tu dis je suis prêt à pas avoir de sponsor pendant un an, mais derrière, parce qu'on va signer sur plusieurs saisons, avoir quelque chose de plus élevé, c'est que tu crois en ta fameuse 3e place et en tes objectifs et que tu n'es pas là à vendre du rêve aux supporters, mais derrière, tu cherches à tout vendre. Question de Louis Guy, ou Guy Louis, je ne sais pas. Sur Facebook, pourquoi vouloir recruter un autre DG, directeur général, comme on a pu le lire ce matin, pour avoir quelqu'un de plus charismatique ? Mais où est Zoubi ? Pas forcément de rapport avec Zoubi, non, messieurs ? Non, c'est parce que Hérault, il fait trop de choses en même temps. Il aurait très nettement besoin d'un DG. Oui, donc rien à voir avec Zoubi, on est d'accord ? Non. Dans la question de on ne va Zoubi, pas demander à Zoubi de gérer des relations de billetterie. Parce que c'est DS, Zoubi. Directeur sportif. Voilà. Et pas DG. S'il te plaît, ces abréviations. Ouais, c'est du mal des fois, mais... Non, mais en fait, après là, c'est un adjoint de Hérault, en fait. C'est un organigramme technique. Après, le problème de ça, il faudrait pas que ça devienne comme ça a été à l'Olympique de Marseille, par exemple avec Philippe Pérez, qui était le DG quand Vincent Labrune en était le président, et que dès qu'il se passait quelque chose, Vincent Labrune avait un reproche, il disait attends, mais moi, il y a rien, c'est Philippe Pérez. Enfin voilà, non, mais on peut pas comparer les deux équipes. C'est quand même pas du tout le même niveau. C'est pour ça que je dis ça. Mais attention quand même, soyons prudents et soyons attentifs. Il faut qu'on recrute un punching-ball et quelqu'un sur qui on mette la faute de manière à ce que Hérault conserve son image, c'est pas non plus le but. Il faut quelqu'un d'opérationnel, comme tu disais. Toshiba, qui certainement inconnu, je suppose. Je sais pas, ou qui habite peut-être au Japon. On ne sait pas. Pensez-vous que les futurs droits télé, quasiment doublés, vont inciter McCourt à dépenser plus dès maintenant et fait sur 5 ans ? Tiens, Babou, tiens. Oui, ça peut avoir un effet, effectivement. Après, c'est vrai que l'investissement, il faut le faire rapidement. C'est vrai que monter une équipe, on l'a dit, on était dans la première phase. Je pense que la seconde phase va être de prendre des joueurs peut-être à fort potentiel, et effectivement, il faudra un petit peu d'argent à ce moment-là. C'est vrai que si on double les droits télé, ça va faire du bien. Oui, et vous y croyez, tiens, Manu, tu y crois, cette histoire des droits télé qui pourrait exploser, atteindre le milliard ?
Oui, ils vont augmenter, mais atteindre le milliard. Mais qui va payer C'est complètement spéculatif, là, on ne peut pas savoir. Il y a une énorme concurrence, hein. Il y a sur les 3 chaînes qui veulent ça. J'ai l'impression que les 3 chaînes sont un petit peu endettées quand même. Ça me paraît tout à fait crédible, hein. Que les prix montent, ça me paraît crédible. Autant que ça, et je suis désolé, il va falloir le dire, mais ça sera en partie grâce à Neymar. Oui, c'est sûr. Parce que du coup, à l'étranger, au lieu d'être vendu 5 centimes, les droits de la Ligue 1, ça sera un peu plus cher. Mais vous pensez un peu la folie que c'est? Enfin, on va devoir faire une statue à Christophe Boucher. Non, mais je dis ça parce que l'Olympique de Marseille va être le principal bénéficiaire de tout ça, puisque la répartition des droits télé a été repensée. À l'époque, c'est Christophe Boucher qui avait mené ce dossier, et c'est fait en fonction des passages télé. Canal diffuse tout le temps l'Olympique de Marseille, ça sera calculé sur l'année précédente. Si jamais ça explose, l'OM sera du coup très exposé et gagnera beaucoup d'argent, alors que les ventes la nouvelle manne financière sera pas due au recrutement de l'OM, mais plus au recrutement du PSG. Donc, quelque part, ça va être génial pour nous, quoi. Chris Adoubi, pardon, Chris. Vous pensez quoi du nouveau loyer du Vel et du musée? Le nouveau loyer, qui n'est pas vraiment nouveau, puisque ça avait été quand même annoncé lors de la signature, de la ratification du traité de la convention entre Hérault et Gaudin à la mairie de Marseille. C'était fin juillet. Le loyer était déjà dans ces eaux-là, hein, qui avait été annoncé entre 5 et 9 millions, donc c'est ce qui est sorti encore aujourd'hui. Ça sera plus près de 5, parce que pour arriver à 9, il faut de drôles de conditions. Il faut un bon parcours en Coupe d'Europe avec des stades pleins, par exemple. Ouais. Et du musée, tiens, parce que c'est l'info quand même peut-être du jour. Ce musée qui serait financé par la mairie à hauteur de 3 millions d'euros par an, et dont les profits seraient partagés entre l'OM et la mairie. Vous en pensez quoi, messieurs? Ah, c'est bien. C'est bien. Non, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est une manière générale. Je pense dans l'idée de la nouvelle direction aussi, par exemple, les questions sur le centre d'entraînement, voilà, et de chercher un nouveau lieu et de trouver quelque chose peut-être de plus accessible, voilà, de repenser un peu les choses, et ça on peut le faire avec l'accord de la mairie. Et je pense que voilà, c'est une première étape dans ce sens-là, mais je pense, je sais pas, aux footballeuses par exemple à l'OM. Elles n'ont pas peut-être l'impression de faire partie du même club alors qu'elles s'entraînent au stade Roger Lebert, qui est à l'opposé de la commanderie. Elles font d'autres trucs. Voilà, de repenser ça. Et puis surtout, penser aussi où est située la commanderie. Vous vous êtes tous rendus une fois dans votre vie là-bas. Ouais, peut-être pas loin du Phocéen, mais imaginez tous les touristes, tous les gens qui viennent à Marseille. La première chose, et regardez-vous quand vous allez dans une autre ville, quand vous allez, je sais pas moi, à Eindhoven aux Pays-Bas, quand vous allez à Brøndby, quand vous allez où vous voulez à Liverpool. Liverpool, vous y allez peut-être pour les Beatles, mais dans n'importe quelle ville vous allez, il y a un moment donné où on a tous envie d'aller voir le stade de foot, où on a tous envie d'aller voir le centre d'entraînement, d'aller voir quelque chose. L'OM forcément est super attaché à Marseille. Les gens qui viennent à Marseille, ils ont envie de voir de l'OM et compagnie. Imaginez que le centre d'entraînement, il soit pas au fin fond de Lamartine, là, dans le 11e, mais il soit dans un endroit plus accessible du centre-ville, des plages au hasard. Ça va drainer beaucoup plus de monde. Financièrement, ça peut être rapidement rentable. Bon, pas beaucoup de choses à rajouter, mon cher Romain, qui a été long mais bon sur cette réponse. On va regarder maintenant le résultat du duel, car c'est déjà le début de la fin de cette émission. Manu, victoire. C'est la première fois que je gagne, je crois. C'est vrai, comme quoi il faut insister dans la vie. Est-ce que Arnaud, c'est dur quand on perd et qu'on entend le mec d'en face dire « Ah, mais c'est la première fois que je gagne, tiens ». Écoute, au foot, je suis tellement nul, je perds si souvent, hein, Romain, que... C'est pas vrai. Des fois, t'es dans mon équipe. Juste pour finir, très bon. Juste pour finir, je veux l'anecdote de la blessure de Manu, de la dernière fois, Romain, que tu racontais en off. On finit là-dessus. C'est terrible. La dernière fois, Prenez une minute pour la raconter, messieurs. C'est un assassin. Alors, on m'a souvent traité d'assassin sur les terrains. Et pour une fois, je suis un assassin en dehors, c'est-à-dire que à la fin du match, au moment des étirements, j'ai malencontreusement jeté le ballon via un rebond malheureux dans la tête de Manu. Il lui fait rentrer ses lunettes dans le nez. Voilà, c'était quand même assez violent. Il saignait. On a ta version, je veux la version de Manu, parce que il faisait un petit peu le babé avec son ballon. Effectivement, à un moment, il a lancé un peu trop fort, il a perdu le contrôle, il a cassé ma gueule et mes lunettes, et il était un petit peu confus. Forfait pendant combien de temps, Manu? 5 minutes. 5 minutes. J'ai donné le ballon depuis. Voilà, je ne le touche plus. Merci pour cette anecdote. Merci Nicolas, j'allais t'appeler. Non, Nicolas, c'est le réalisateur. Arnaud, merci Arnaud d'être avec nous. À très vite sur le plateau du Phocéen. Merci Babou, merci Romain, merci Manu. On se retrouve très vite, nous, dans les stades pour suivre et dans les confs dès demain pour suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille. Prochain talk, c'est lundi. Après peut-être une victoire à Strasbourg, et c'est Romain Canuti qui sera aux manettes de cette émission. Et oui, tu seras de retour. Je serai dans un train couchette. Tu vas rester au marché de Noël. Bien sûr. Coca. Allez, salut, merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée.